poser vos Si vous voulez poser vos questions en anglais, il n'y a pas de problème. La professeure Laberge est très à l'aise dans les deux langues, alors n'hésitez pas. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencière, professeure Maude Laberge. Elle est professeure agrégée au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, chercheure régulière au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, chercheure régulière aussi au VITAM, Centre de recherche en santé durable de l'Université Laval. La professeure Laberge détient un doctorat sur les services de santé avec une spécialisation en économie de la santé de l'Université de Toronto. Elle s'intéresse à l'analyse économique et à l'évaluation des politiques et des services de santé et particulièrement aux transformations qui peuvent améliorer la qualité, l'équité et l'efficience des services de santé et des services sociaux. Elle possède une expertise en soins primaires, plus spécifiquement sur les modèles d'organisation et de financement des services. Et elle va nous parler cet après-midi, nous faire un survol des méthodes d'évaluation économique des interventions en santé. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, professeur Laberge. Si vous voulez mettre votre PowerPoint en mode diaporama aussi, j'en profite pour glisser. J'ai comme pas j'ai la barre de la barre de Zoom qui était dans mon chemin. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà, je l'ai trouvé. D'accord, parfait. Ben, merci pour la présentation, puis merci de l'invitation aujourd'hui. Puis je voulais aussi mentionner que si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Je peux prendre, évidemment, on aura du temps à la fin aussi, mais s'il y a quoi que ce soit que je dis que vous voulez clarifier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, les objectifs aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous expliquer un peu les différents types d'évaluation économique, analyse coût-bénéfice, coût-utilité, coût-efficacité, puis les concepts afférents à ces types d'évaluation. Puis vous expliquer un peu comment on mesure la qualité de vie reliée à la santé, donc les méthodes associées à ça, comment on fait des arbres décisionnels, puis un peu les différents types de coûts et leurs mesures. Vraiment un survol, par contre, c'est sûr que j'essaie de condenser de la matière. Euh, L'objectif n'est pas que vous sortiez d'ici dans une heure à savoir comment réaliser une évaluation économique complète, là, mais au moins vous aurez une idée de comment ça fonctionne, puis un peu les différents outils qu'on utilise. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'évaluation économique? L'idée derrière, c'est qu'on veut soutenir la prise de décision lorsqu'on a au moins deux ou plus alternatives, donc traitement, programme de santé, etc. La prémisse en économie, c'est que la demande la demande est toujours illimitée, mais les ressources, elles, sont limitées, ce qui impose de faire des choix. Donc, on est toujours dans un contexte finalement qu'on va appeler de rareté des ressources, puis de comment est-ce qu'on va allouer ces ressources-là. Donc, l'évaluation économique, c'est vraiment une analyse systématique, explicite entre, comme j'ai dit, il faut avoir au moins deux alternatives, puis on va regarder les coûts, donc les ressources finalement, ce qu'on va appeler des intrants, et les conséquences ou extrants. Là, il y a différents termes associés à ça. Donc, on va identifier l'ensemble de ces coûts et de ces conséquences, on va les mesurer, on va les évaluer, puis on va les comparer. Donc, finalement, je veux dire, l'évaluation économique, l'économie de la santé, c'est pas juste une question de coût, mais plutôt de mettre en relation des ressources avec des résultats. Ce qui se passe exactement dans le processus n'est pas particulièrement d'intérêt. Comme j'ai dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'on investit et qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Donc, les principes de base derrière ça, c'est que lorsqu'on met en œuvre une intervention ou une politique publique, c'est qu'on veut améliorer le bien-être social, ce qu'on appelle le social welfare, et que, dans le fond, avec les ressources limitées qu'on a, on veut faire le mieux possible pour obtenir le meilleur bien-être pour la population. Et donc, si on a une intervention dont les bénéfices vont être supérieurs aux coûts associés, ben, ce serait une intervention qui serait bénéfique pour la société. Mais lorsqu'on pense aux bénéfices puis aux coûts, ça se limite pas nécessairement à ceux qui sont directement liés à l'intervention. Donc, il peut y avoir des bénéfices et des coûts qui sont indirects, des externalités. Puis là, je mentionnais un petit peu plus tard par rapport à ça. Puis, il peut y avoir d'autres effets d'une tierce partie.
le concept d'externalité qui est assez inhérent en sciences économiques, c'est l'idée que lorsque deux personnes font une transaction, on va dire un échange de services ou de biens, je paye pour acheter quelque chose, je consomme quelque chose. En théorie, donc, on pourrait croire que c'est une décision c'est une décision prise par moi en tant qu'individu d'acheter quelque chose de quelqu'un qui, en échange, m'offre un bien ou un service. Par contre, il y a des décisions qui ont un impact sur d'autres personnes que les deux parties impliquées dans cette transaction-là. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle les externalités. Et c'est ce qu'il faut à prendre en considération lorsqu'on pense aux effets sur la société des décisions individuelles qui sont prises par des parties lorsque ces individus font des transactions. Donc, si je voulais un exemple de ça, je pourrais vous dire la vaccination, elle a un effet pas juste de protection individuelle, mais aussi de protection de notre société. L'identification des coûts, donc comme j'ai dit, donc toute évaluation économique, il y a des coûts d'un côté, puis il y a des effets de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'on va mesurer tout l'ensemble des coûts de nos 2 et plus alternatives. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de mesurer les coûts? Il y a différentes façons. Là. Parfois, peut-être vous voyez le Global Disease of Burden de telle maladie. Donc, ça, c'est vraiment, on regarde tous les coûts associés à cette maladie sur l'ensemble de l'économie. On appelle ça des études de coûts d'une maladie. C'est pas une évaluation économique complète. C'est juste les coûts de la maladie. On n'est pas en train de regarder des interventions pour la maladie. On regarde comme le fardeau de cette maladie-là. Puis, lorsqu'on fait ce genre de mesure de coûts, ben, on peut dire il y a différents types de coûts qu'on peut aller chercher. Il y a ce qu'on appelle les coûts directs médicaux. Ça, c'est tout ce qui est finalement les soins prodigués, donc les examens, les tests médicaux, les traitements, les visites. Ben, on dit médicaux, mais ça peut inclure infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, etc. Il y a tous les coûts directs non médicaux. Donc ça, c'est tout ce qui est associé à l'utilisation des services de santé et services sociaux dans un contexte québécois, mais qui sont pas qui sont pas les soins, mais qui sont reliés à l'utilisation des soins. Donc, ça peut être des coûts de transport qui peuvent être pour le patient ou par exemple, si c'est un transport ambulancier, ben, il y a une partie qui est financée par l'État, il y a une partie qui est financée par le patient. Les coûts de stationnement, bon, ça, on a réduit pas mal les coûts de stationnement aux hôpitaux, là, mais ça peut être. Puis si je dois me rendre dans une autre ville pour avoir une intervention, peut-être que je dois aussi payer un hôtel ou des choses comme ça, un hébergement. Donc, tous ces coûts-là associés à l'utilisation des services de santé, c'est des coûts non médicaux, mais qui restent quand même. Puis finalement, il y a des coûts indirects qui sont tout ce qu'on va dire, c'est le coût d'opportunité. Quand j'investis dans quelque chose, je peux pas faire autre chose. Quand je prends du temps à faire quelque chose, je peux faire autre chose. Donc, par exemple, je peux pas, je dois travailler moins de temps. Donc, j'ai moins de revenus parce que j'ai beaucoup de rendez-vous pour ma santé. Donc, si je réduis mon revenu, ben, c'est un coût indirect de cette maladie-là. Donc, souvent, quand on fait des études qui calculent comme le coût global d'une maladie, ben, on regarde l'impact sur la société du fait comme l'absentéisme au travail, tous ces congés maladie seraient inclus parce que finalement, c'est une perte de productivité pour la société. Lorsqu'on peut, il y a une autre aussi type d'analyse qui regarde juste les coûts, là, qui regarde pas les effets. Puis encore là, c'est pas une évaluation économique complète parce que comme j'ai mentionné juste avant, les évaluations économiques complètes, on regarde vraiment les coûts et les effets, mais ça peut arriver aussi qu'on ait deux alternatives qui ont le même effet. On connaît déjà les effets puis on sait que c'est exactement la même chose. Donc là, on se dit, ben, on va aller mesurer les coûts pour savoir laquelle coûte la moins chère. Puis à ce moment-là, ben, on favoriserait celle qui coûte la moins chère parce que les résultats sont les effets sont les mêmes. Donc, on appelle ça une analyse de minimisation des coûts où on examine les coûts pour les deux alternatives. Okay. Lorsqu'on veut regarder les coûts, ben, j'ai un peu mentionné les coûts directs et les coûts indirects, mais c'est important de définir la perspective.
c'est pas toujours la même personne qui paye les coûts. Il y a toujours quelqu'un derrière qui paye. Là, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais selon, quand on fait une évaluation économique, selon dans quel contexte on la fait, pour qui on la fait, ben, la perspective peut varier. Admettons qu'on est dans un milieu hospitalier, puis que l'hôpital hésite. Là, il y a un médecin qui dit, ah, il y a un nouveau médicament pour telle affaire qu'on pourrait remplacer tel autre médicament qu'on utilisait. Ben, c'est peut-être que tous les coûts de changer de médicament dans ce contexte-là, là, je donnais un exemple des médicaments qui sont donnés à une femme lors de l'accouchement pour reprendre les contractions. Donc, donc il y a le coût du médicament pour l'hôpital. Ça change rien pour le ministère de la Santé qui donne des budgets globaux à peu près. Là, on est en révision de financement au niveau hospitalier, mais pour le ministère de la Santé, ça ne change pas grand-chose. Mais pour l'hôpital, de se dire, ah, est-ce qu'on donne tel médicament ou tel autre? Ben, c'est sûr que le coût du médicament, mais il y a aussi l'impact d'utiliser un médicament plutôt que l'autre. Par exemple, sur le temps des infirmières, sur le temps d'utilisation de la salle d'opération. Donc, si on est à l'intérieur de l'hôpital, on va regarder quelles sont les différentes ressources utilisées pour les deux alternatives dans un contexte hospitalier. Souvent, c'est rare qu'on fait ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui travaillent au niveau intra-hospitalier, surtout au Canada. Donc, c'est rare qu'on prend la perspective hospitalière. Généralement, on va prendre celle du gouvernement au Québec de la RAMQ, là, du ministère de la Santé. On va considérer les coûts pour le ministère de la Santé, ce qui va inclure non seulement des coûts qui sont dans la perspective des coûts hospitaliers, mais des services médicaux ou d'autres services qui seraient payés par le ministère de la Santé. Par exemple, si on est dans un autre pays, on peut avoir différents systèmes d'assurance maladie, donc il peut y avoir différents assureurs, mais c'est toujours important de définir la perspective parce que quels coûts vont être inclus dans l'évaluation économique vont dépendre de cette perspective-là. Finalement, l'autre perspective qu'on dit, celle qu'on préconise d'utiliser au Québec, mais qu'en réalité, c'est très difficile à faire, puis on le fait pas vraiment, ou on le fait de manière plus limitée. Là, on utilise une perspective sociétale limitée, mais c'est d'inclure, comme j'avais un peu mentionné plus tôt, ces coûts indirects. Là. Le fait que quand les gens ils sont malades, ils sont moins productifs au travail. Donc, non seulement il y a des coûts pour le système de santé, qu'on inclurait aussi dans la perspective sociétale, mais là, on va rajouter tous ces coûts pour la société du fait que les gens sont malades et donc travaillent moins. Donc, il y a un effet par exemple, absentéisme au travail. Donc, on va dire, sur l'économie de la société, ça a un impact et c'est ces coûts-là qu'on veut inclure dans la perspective sociétale, en plus des coûts d'utilisation des services de santé, etc. Autant pour les effets que pour les coûts, mais c'est plus simple pour les coûts. Lorsqu'on fait une évaluation économique, il faut qu'on détermine l'horizon temporel. Sur quelle période de temps est-ce qu'on va examiner les coûts de nos interventions, puis également les effets. Souvent, puis là, je ne sais pas la période quand vous faites des interventions, puis vous les mesurez si c'est efficace ou pas, sur combien de temps vous mesurez l'efficacité de l'intervention. Mais généralement, pour les coûts, ben, on suit le même horizon temporel que pour l'efficacité. Cependant, je dis ça, c'est général, mais par contre, il faut tenir compte du fait que quand on veut mesurer l'efficacité, ben, on peut penser, il peut y avoir des effets à plus long terme. Est-ce qu'on va les mesurer? Souvent, avec nos demandes de subvention, on a des périodes assez limitées pour mesurer les effets. Donc, pareil pour les coûts. Mais ça se peut qu'il y ait des effets ou des coûts plus tard dans le temps. Donc, c'est important de considérer ça. Généralement, on ne mesure pas les coûts sur une période très longue si on est dans un contexte, par exemple, d'évaluation, d'essais contrôlés, randomisés, qui se font. Mais si on regarde des coûts sur une période plus longue, des effets sur une période plus longue, plusieurs années, mais c'est important aussi d'actualiser nos coûts parce que, ben, on le sait, l'inflation. Donc, on l'a vécu particulièrement dans les dernières années. Mais donc, c'est important de tenir compte de l'inflation. Si on regarde des coûts, par exemple, sur 10 ans, l'évolution des coûts d'une maladie ou
on sait que le traitement a des effets différents sur différentes périodes de temps ou peu importe. Donc, l'idée, c'est si on veut actualiser, ben, il faut qu'on définisse un taux d'intérêt pour l'actualisation. Là, je vous ai mis la formule, vous pourrez, c'était juste à titre informatif, là. Mais l'idée, c'est que c'est un élément à tenir compte si jamais vous faites une évaluation économique, vous voyez, vous travaillez avec quelqu'un, vous voulez faire des évaluations économiques qui sont sur une période, d'un horizon temporel au-delà d'un an. En dessous d'un an, généralement, on n'en fait pas parce qu'on considère euh, que c'est pas nécessaire. Euh, donc, mais c'est quand même un élément important à considérer là, parce que si le taux d'actualisation est trop élevé, ben là, ça peut ça peut favoriser une intervention qui aurait des bénéfices à court terme, alors que s'il est trop bas, ça peut bénéficier d'une intervention qui aurait des bénéfices à long terme. Dans le milieu médical, souvent on pense des médicaments versus une chirurgie. Quand on fait la chirurgie, on a un coût instantané dans un temps donné, puis après, parfois, on n'aurait comme pas de coût après, mais les effets sont pendant longtemps. Alors que si on prend des médicaments, les médicaments sont peut-être à prendre pour toujours, puis les bénéfices sont dans le même ordre d'idée, mais si on prend un horizon temporel très court, ou si on fait si on prend un taux d'actualisation qui est trop élevé ou trop bas, ben, on pourrait favoriser une intervention plutôt qu'une autre simplement parce que les coûts de l'intervention ne se trouvent pas dans le même au même moment temporellement. Puis bon, il faut tenir compte de quels sont les taux d'intérêt dans la société au moment où on fait l'évaluation économique pour déterminer un taux d'actualisation qui serait pertinent et aligné avec ça. Donc, lorsqu'on parle d'évaluation économique, on a 3 types d'évaluation économique. Là, je parle d'évaluation économique complète, là, comme j'ai mentionné, une analyse de minimisation, c'est pas une évaluation économique complète. Donc, pour les évaluations économiques complètes, on a l'analyse de coût-efficacité, l'analyse coût-utilité et l'analyse coût-bénéfice. Ce qui distingue ces 3 types d'évaluation, c'est vraiment la façon ou comment on mesure les effets des interventions. Donc, dans tous les cas, on va mesurer les coûts. Puis, c'est comme je dis, la nature des conséquences. Dans une analyse coût-efficacité, c'est qu'on va identifier un seul effet commun aux alternatives qui peut être atteint à différents degrés. Donc là, c'est une mesure vraiment d'efficacité. Puis, ça se mesure en unité naturelle. Ça peut être, je pense que vous êtes en réadaptation, mais j'en ai vu des études sur la sclérose en plaques qui mesurait le nombre de pas qu'une personne peut faire en 1 minute. Donc ça, c'était l'effet mesuré. À- le défi dans ces analyses coût-efficacité, souvent, c'est de déterminer quel est cet effet, parce que c'est comme l'effet primaire qu'on va choisir, qu'on va déterminer. On peut pas en avoir plusieurs, hein, donc faut en choisir un. Et on sait que des interventions peuvent avoir plusieurs effets, donc ça peut être un défi. L'autre type, un autre type d'évaluation économique, c'est l'analyse coût-utilité. Je vais vous dire que c'est souvent, terminologiquement, dans les articles scientifiques, il y en a qui vont dire coût-efficacité, alors que c'est spécifiquement une analyse coût-utilité. La distinction, puis l'analyse coût-utilité, finalement, c'est que c'est un type d'analyse coût-efficacité, mais où le mesure d'efficacité et l'utilité. L'utilité, encore là, c'est un concept économique pour mesurer le bien-être finalement de la société. Et dans le contexte précis de l'évaluation économique, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure en année de vie ajustée pour la qualité. L'acronyme en français, c'est AVAC, mais je n'ai jamais entendu personne l'utiliser, à part le mentionner comme ça pour le dire, là, mais sinon, on utilise vraiment l'acronyme anglais de Quality Adjusted Life Years. Et donc, la réponse, on va mesurer en 2 interventions le nombre de QALYs gagnés par chacune des interventions. Donc, ça, c'est vraiment une quantité, c'est-à-dire un nombre d'années. Puis, ces années-là, on va estimer la qualité de vie reliée à ces années-là. Je vais expliquer un peu plus tard comment on peut faire ça. Finalement, le 3e type d'étude qu'on voit
très rarement en santé, c'est les analyses coût-bénéfice. Puis là, on peut avoir un ou plusieurs effets qui sont pas nécessairement communs aux deux alternatives. Et les conséquences vont être valorisées en dollars. C'est-à-dire, on va regarder chacun des effets puis on va leur donner une valeur monétaire. Vous pouvez imaginer pourquoi on les utilise pas, parce que ça peut être très difficile de donner une valeur monétaire à chaque type d'effet en santé. Donc, c'est un des défis. Souvent, quand on fait une analyse coût-efficacité, après, c'est un peu au décideur de décider s'il trouve que ça vaut la peine de payer tant pour améliorer tant d'unités naturelles selon ce que c'est. Euh, mais dans l'analyse coût-bénéfice, ça implique de valoriser chacun des effets, ce qui est quand même un enjeu. Donc, il n'y a pas de méthode préférée en soi, là. Chacune a ses avantages, ses inconvénients. Puis ça va vraiment dépendre de la nature aussi, du contexte dans lequel on se retrouve. L'avantage du coût-utilité ou des QALY, c'est que ça permet de comparer différentes interventions qui, en fait, n'ont rien à voir entre elles aussi. Donc, mais là, on est surtout peut-être dans des décisions d'allocation des ressources à un niveau ministériel, de dire, ah, est-ce que je vais couvrir telle intervention ou telle autre pour des maladies complètement différentes. Puis ça peut être le coût par QALY peut être un élément de comparaison, par exemple. Alors que quand on veut comparer deux traitements spécifiques qui ont exactement, qui travaillent sur le même effet, ben là, ça peut être plus pertinent, ça peut sembler plus juste de mesurer, de faire une analyse coût-efficacité vraiment sur cet effet-là. Puis l'idée, comme j'ai dit, donc on a toujours au moins deux alternatives, ce qui veut dire que lorsqu'on va avoir des comparaisons, qu'on veut faire des comparaisons, on peut avoir 4 résultats possibles, euh, puis que je vais expliquer après. Je vais juste revenir un peu rapidement sur l'analyse coût-bénéfice. L'analyse coût-bénéfice, on la fait peu parce qu'il faut valoriser les bénéfices, mais si admettons qu'on l'a fait et qu'on a des bénéfices qui sont valorisés en dollars qui existent déjà, l'avantage, c'est qu'elle est relativement simple parce qu'on a un rapport de coût de dollar à dollar. Donc, le rapport, on a nos coûts en dollars, puis on a nos bénéfices en dollars. Donc, on a une équation qui nous dit, ben, est-ce que nos coûts, c'est par rapport à nos bénéfices, est-ce qu'ils sont plus ou moins élevés? Et donc, on peut avoir si nos bénéfices ils sont plus élevés que nos coûts, ben alors c'est dans l'intérêt économique de faire cette intervention-là. Donc, je vais revenir sur les 4 situations possibles. Donc, lorsqu'on mesure les coûts et l'efficacité, donc là, on dit on a intervention A et B, on a 2 situations dans lesquelles on va dire qu'il y a une intervention qui est dominée. C'est-à-dire, si, ici, dans ce cas-ci, A coûte moins cher que B, puis A est aussi plus efficace que B. Bingo, là, on a une intervention qui est plus efficace, qui est moins chère. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse. Quand on regarde nos coûts et notre efficacité, on va dire, ben, on y va, on dit que A domine B. Et inversement, dans le cadran en bas à droite, A est plus cher que B et moins efficace. Et là, A est dominé par B. Donc, encore là, décision assez facile à prendre. La majeure partie, là, il y a 2 autres situations. On peut avoir A est plus cher que B, mais est aussi plus efficace que B. Donc là, c'est là où il faut faire une analyse pour déterminer si c'est efficient, là, si on est prêt à dépenser plus pour avoir plus. Puis inversement, on peut avoir la situation dans le cadran en bas à gauche où A est moins cher que B, mais est aussi moins efficace. C'est aussi une situation qui arrive relativement rarement là, dans le moins cher et moins efficace. Donc, mais ça peut arriver, puis on peut faire des analyses aussi dans ces cas-là aussi pour déterminer ce qu'on veut faire. Il y a une question dans le chat. Oui. Je vais aller. Il y a des commentaires aussi très intéressants de Claudine Auger. Donc, je vous invite à les lire. Il y a une question qui est est-ce que les analyses économiques se basent généralement sur les prévisions ou sur les analyses rétroactives de coûts réels ou encore est-ce variable selon les données disponibles et les objectifs de l'analyse? Question de Carolina Bottari. Oui, je vois ça. Ben, en fait, ça dépend. On peut faire
idéalement, je dirais, c'est de le faire quand on prévoit de faire une intervention de type comparatif, là, c'est-à-dire on veut comparer une nouvelle intervention à une autre, on détermine sur quel type d'effet on va le mesurer. Ben, l'idéal, c'est de dire on va estimer, on va colliger les données de coût en même temps qu'on collige les données d'efficacité. Puis on peut utiliser, par exemple, si on voulait intégrer une mesure de quali, comme il y a des instruments de mesure pour les quali, on peut aussi collecter ces données, colliger ces données-là en même temps que d'autres mesures. Donc, on peut les faire au fur et à mesure, les collectes de données de coût, puis à la fin, faire l'analyse. Si on est dans un contexte, ça peut arriver aussi qu'on soit dans du rétrospectif. Là, on va être beaucoup plus limité dans ce qu'on peut faire, mais on peut, ça peut être souvent je dirais dans les d'analyse d'impact des politiques de santé. C'est beaucoup plus dans du rétrospectif. Ce que j'ai beaucoup fait aussi, utiliser des données médico-administratives, de dire, ah, mais il y a telle politique qui a été mise en œuvre. Je vais prendre par exemple maintenant que le vaccin est gratuit pour la grippe pour l'ensemble de la population au Québec. Je pourrais regarder, est-ce que ça a eu un effet sur les hospitalisations et donc les coûts associés à l'hospitalisation par rapport au coût de la vaccination, par rapport au fait qu'il y a plus de personnes qui se sont faites vacciner pour la grippe depuis que le vaccin est gratuit pour tout le monde. Est-ce qu'on a vu un effet donc là, ça serait rétrospectivement. Je pourrais regarder avec des données antérieures et je pourrais trouver un comparateur quelque part où le vaccin, il n'y a pas eu de changement dans la couverture de gratuité du vaccin de la grippe. Donc, je pourrais regarder l'effet avec des données rétrospectives sur des coûts pour le système de santé, par exemple. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Là, je vais juste prendre quelques secondes pour lire les autres commentaires. Oui, je pense que ça pourrait venir à la fin, Maude. Moi, je les ai écrits au fur et à mesure. En tout cas, j'en ai mis 2, puis je pense que ça va te couper ton. On pourrait y revenir si on a le temps, oui. OK, parfait. Donc, je vais poursuivre. Donc, l'analyse coût-efficacité. Donc, on va mesurer deux interventions qui ont le même objectif ou effet. Donc, ça peut être deux traitements pour l'asthme. On veut diminuer le nombre de crises d'asthme, des interventions pour la cessation de tabagisme, comment ça diminue le nombre de personnes qui fument, etc. Donc, l'idée après, c'est on va calculer les effets et les quantités des effets, puis on va examiner le ratio des différences, qu'on appelle communément le ICER, c'est le Incremental Cost Effectiveness Ratio. En français, rapport de coût-efficacité marginale. On utilise l'acronyme en anglais, donc aussi. Puis ce qu'on fait, c'est la différence de coût dans les deux interventions divisée par la différence d'efficacité des deux interventions. J'ai déjà vu des gens prendre des coûts moyens. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on est sur la marge, c'est-à-dire on regarde la différence et non des coûts moyens ou d'efficacité moyenne. Qu'est-ce qui arrivait si on prenait un coût moyen par effet obtenu pour chacune des interventions? Puis, je le dis, ça se voit, et ici, c'est un exemple d'une publication qui regardait l'effet de deux médicaments pour l'asthme. Puis là, ils ont regardé les coûts de médicament A, médicament B, les effets qu'ils mesuraient comme des journées sans symptômes, là. Et puis, ils ont fait des ratios de coût-efficacité pour chacun des médicaments. Donc, ils ont utilisé les coûts par les effets pour médicament A, puis coût par effet pour médicament B. Puis après, ils ont fait ce qu'ils pensaient, je crois, être un ICER, où ils ont fait la différence entre le coût-efficacité de médicament A et coût-efficacité de médicament B. Et donc, ils sont arrivés à 25 €, puis ils ont dit ils ont conclu que c'était pas cher pour une journée sans symptômes d'asthme. C'est pas ça la formule pour le ICER. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est, comme je dis, la différence de coût divisé par la différence des effets. Puis là, il serait arrivé à 350 € pour une journée supplémentaire sans symptômes d'asthme, qui n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur. Donc, c'est vraiment juste un exemple à ne pas faire.
je vous ai mentionné le ICER comme une moyenne, mais ce qu'on fait, c'est on a beaucoup, on en produit beaucoup on fait beaucoup d'estimés avec chacun de nos points d'individus. Puis, comme on a parlé ça me les pop-up. Donc, on a notre panneau. Je vous ai montré un peu plus tôt les 4 cadrans. Donc, ici, on a encore là, on aurait nos 4 cadrans, mais on a ce qu'on appelle on aurait une droite qui détermine un peu à quel moment, donc, on a des coûts plus élevés, mais aussi une efficacité plus grande. À quel moment est-ce que c'est acceptable, puis à quel moment, ben, l'efficacité est plus grande, mais les coûts sont tellement plus grands qu'à la marge, c'est pas acceptable. Au Canada, on considère non officiellement ou officiellement un QALY qu'une intervention est efficiente, c'est-à-dire que le bénéfice par rapport au coût en vaut la peine. Oups, bon. En vaut la peine, si j'ose dire. Puis c'est à peu près 50 000 par QALY gagné. Donc, par QALY marginal gagné. Donc, l'idée, c'est de déterminer où est-ce qu'avec le ICE, c'est de déterminer où on en est. Donc, avec ce ratio-là, entre les différences de coûts et différences entre nos deux interventions. Il y a aussi l'approche de calculer des bénéfices nets. Puis là, encore là, c'est de valoriser les bénéfices, puis de prendre la valeur nette actuelle, puis d'estimer les différences. Puis là, dans le temps, identifier aussi selon la valeur nette attendue. Donc, on peut avoir des bénéfices puis des coûts qui arrivent à différents moments dans le temps aussi. Donc, on peut ajuster pour ça. Puis estimer, donc, est-ce que nos bénéfices nets totaux pour la société qui sont égales aux bénéfices totaux pour la société moins les coûts totaux pour la société, si c'est positif, ben dans ce cas-là, l'intervention est positive. Donc, on peut après donc prendre les données issues d'un petit échantillon puis les exploser à une population entière pour déterminer si l'intervention est bénéfique. Lorsqu'on estime les bénéfices nets, il y a 4 catégories de bénéfices qui peuvent être à la fois, comme on va dire, des coûts sauvés ou évités par une intervention. Il y a des coûts qui sont évités parce que la maladie est évitée. Donc, lorsqu'on dit, je reprends mon exemple de la vaccination, j'ai évité des cas de grippe dans la population par rapport à ce qui aurait été attendu si on n'avait pas eu la vaccination généralisée. La valeur monétaire de la production qui aurait été perdue lorsque la vie est allongée. Donc, si on sauve pas de vie parce que tout le monde finit par mourir de toute façon, mais on allonge, donc les gens meurent plus tard que s'il n'y avait pas eu l'intervention, par exemple. Donc, puis peut-être qu'ils travaillent plus longtemps, ils vont être productifs plus longtemps avec l'intervention que s'il n'y avait pas eu l'intervention. Donc, on peut donner une valeur monétaire à la production. Il y a une valeur monétaire de la perte potentielle de production évitée lorsque la santé est restaurée. Donc, si l'intervention permet à quelqu'un qui était malade de retrouver sa santé et donc de recontribuer, être plus productif à la société. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut valoriser. Puis, il y a la valeur monétaire de la perte de satisfaction évitée avec la continuation de la vie ou l'amélioration de la santé, ou les deux. Donc, tout ce qui est un peu, on va dire, ce qu'on appelle un peu des bénéfices qui sont pas tangibles nécessairement. Donc, les intangibles, en fait, dans les bénéfices. Donc, l'analyse coût-utilité, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, notre outcome, notre effet, c'est le QALY, le Quality Adjusted Life Year, qui est une mesure qui combine la quantité et la qualité de vie. Donc, c'est vraiment, dans le fond, on prend le nombre d'années de vie qui est avec une intervention comparée à une autre,
et on le multiplie par un index de l'utilité ou de la qualité de vie reliée à la santé. Cet index d'utilité, là, on a des instruments pour le mesurer que je vais mentionner un petit peu plus tard. Donc, un QALY, c'est une année de vie de qualité. Mais l'utilité, elle se mesure sur une échelle de 0 à 1, où, donc c'est ça, 1, c'est une année en parfaite santé, puis 0, c'est équivalent à 0 année en santé, donc un décès. Lorsqu'on fait des études, ça se peut que l'état de santé soit fluctuant. Si on sait qu'il y a beaucoup de fluctuations, ben, il faut savoir quand est-ce que c'est pertinent de mesurer la qualité de vie reliée à la santé pour être capable de voir ces distinctions-là dans l'horizon temporel de l'intervention. Donc, je vais vous donner un exemple ici donc, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait si on a 2 interventions A et B. Puis là, on a le coût de chacune. Ici, j'ai mis 20 000 pour A, 100 000 pour B. Le nombre d'années de vie gagnées, donc avec A, c'est 2 années, puis avec B, c'est 8. L'index utilité, qui a été estimé pour A à 0,7, puis pour B à 0,4. Donc, le QALY, c'est une multiplication. On prend les années de vie gagnées, on multiplie par l'index utilité, donc on obtient 1,4 QALY pour A, puis 8 fois 0,4, donc 3,2 QALY pour B. Donc, après, lorsqu'on va faire notre estimation du ICER, du Incremental Cost Effectiveness Ratio, on prend la différence de coût, le 100 000 moins 20 000, et on le divise par la différence des effets, donc 3,2 moins 1,4. Et donc, ça nous donne 44 444 donc, après, la question, c'est est-ce qu'on veut payer 44 444 pour un QALY supplémentaire? Ce qui est le fun quand on fait les analyses économiques, c'est que c'est pas à nous de répondre à ces questions-là. On fait juste fournir l'information aux décideurs. Comme j'ai mentionné, généralement, quand on est en dessous de 50 000 au Canada, c'est ce qu'on considère être une intervention efficiente. Oui, je vois qu'il y a une main levée. En fait, je voulais prendre même l'occasion. Il y avait une question qui avait été posée à l'avance et qui justement se questionnait sur comment est-ce que les décideurs, comment on implique les décideurs en amont. Est-ce qu'ils font partie des discussions pour savoir quels paramètres ou est-ce que justement il y a des mesures comme le QALY ça c'est standard et habituellement, ben, d'emblée, c'est ce qu'on fournit. Donc, Ben, ça dépend vraiment du contexte de l'intervention. Par exemple, l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, a des comités permanents qui évaluent et qui fait des recommandations pour la couverture des interventions ou des traitements en santé. Il y a un comité qui est juste sur des médicaments, molécules, donc qui va recevoir de fabricants des données. Le fabricant, par exemple, dit, voici, j'ai mon médicament, je sais pas, le Paxlovid, par exemple, que je pense qu'il devrait être couvert par la RAMQ. Voici les données que j'ai. Puis là, ben, l'INES, son comité, examine l'ensemble de ces données-là. Et après, on va faire une recommandation au ministre de la Santé qui, généralement, va suivre la recommandation. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans sa décision que l'efficience que la recommandation de l'INES. Là, il peut y avoir des pressions politiques ou autre chose, etc. Donc ça, c'est une voie. Après, ça dépend vraiment dans quel contexte on est, parce que si on est, je mentionnais, dans un contexte hospitalier, par exemple, puis que c'est vraiment l'hôpital qui va payer pour l'une ou l'autre des interventions, ou enfin les deux, ben, ça va être des coûts au sein de l'hôpital. Puis probablement que pour l'hôpital, ce qui se passe à l'extérieur, les coûts à l'externe ou les visites médicales, ben, c'est pas pertinent de sa perspective à lui. Si on est avec un CIS ou un CIUS, ben là, on va regarder quels sont les services couverts par le CIS ou le CIUS qui vont être payés par le CIS ou le CIUS dans le contexte de cette intervention-là. Donc, je pense que les personnes avec lesquelles on veut avoir une collaboration ou des utilisateurs, des décideurs, mais ça va dépendre de la perspective et de l'intervention en soi. Puis je pense que oui, c'est pertinent de les impliquer dès le début. Ils peuvent aussi aider à identifier des coûts qui sont
relatif à eux ou dire, ben non, mais ça, c'est externe à nous, ou ça, c'est pas quelque chose qu'on considère. Merci. Il y a une question dans le chat, mais je ne sais pas si on devrait finir cette portion-là, et après ça, on va aller dans le. C'est une question, je vais la lire et vous pourrez me dire si c'est mieux de répondre tout de suite ou maintenant. C'est une question de Claudine Auger. Quelle est la place des devis mixtes en études des analyses économiques et de l'implication. Quelle est la place des devis mixtes en études des analyses économiques et de l'implication des personnes avec vécu expérientiel? Ben, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs éléments où je pense que euh, puisqu'on parle du partenariat patient, beaucoup pour les aspects cliniques, pour déterminer quels sont les effets importants à considérer dans l'efficacité d'une intervention. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi autant pertinent quand on fait l'évaluation économique de l'intervention. Il y a quelques années, moi, là, je vous ai parlé des différentes perspectives qui sont un peu comme textbook, quelle perspective on donne. Puis, il y a quelques années, je me suis intéressée au coût de la perspective des patients. Vraiment, comme, pas pour le système de santé, là, vraiment pour un individu et ses proches, là, s'il y a un accompagnateur, etc. Et on a une subvention pour on a développé un outil pour vraiment mesurer les coûts de la perspective des patients. Puis là, c'est un questionnaire de tout ce qui est finalement des coûts directs et indirects, mais de sa perspective, quand je dis des coûts d'opportunité, oui, mais aussi tout ce qui est quand les médicaments ne sont pas couverts à 100%, donc il y a une partie qui n'est pas remboursée par l'assurance, qui est défrayée par les patients et tout ça. Donc, c'est aussi, puis un aspect aussi sur le fardeau, une question le fardeau économique que ça représente pour la personne au niveau stress financier. Par rapport au fait que avoir une maladie peut avoir un impact financier non négligeable pour une personne qui va prendre aussi des décisions, qui pourrait aussi prendre des décisions de traitement différentes pour le coût que ça représente pour elle-même. Une façon facile parfois pour les hôpitaux ou les établissements de santé de diminuer leurs coûts, ce serait de refiler la facture à quelqu'un d'autre. Donc, ou ce qu'on appelle en anglais du cost shifting, là, mais c'est un peu, c'est de refiler le coût à quelqu'un d'autre. Donc, oui, on peut diminuer son coût. Puis, je veux dire, c'est un peu quand on regarde la diminution de la durée de séjour à l'hôpital, les patients sortent de l'hôpital beaucoup plus rapidement qu'il y a 30 ans. Mais par contre, ils ont besoin de suivi à domicile. Mais c'est pas l'hôpital qui s'occupe du suivi à domicile, souvent, généralement. Donc, finalement, donc, il a réduit son coût d'hospitalisation en réduisant sa durée de séjour. Mais, puis le patient a peut-être plus besoin d'être à l'hôpital, tout à fait légitime, là, sauf qu'il y a quand même encore besoin de soutien de d'autres choses. Mais ces coûts-là, ils sont défrayés par d'autres, par le patient lui-même ou elle-même, par CIS ou CIUS ou un autre organisme. Dans la même foulée, justement, avec la réforme des CIUS, a-t-on vu des études se réaliser avec des perspectives plus larges? Est-ce que ce qui était l'argument avancé pour faire des fusions? Donc, est-ce qu'on en a vu plus? Ben, en fait, je trouve que je pense que c'est un des défis où on a différents payeurs, mais généralement, ce qu'on préconise au Québec, c'est la perspective sociétale. C'est celle où on considère le ministère de la Santé, qui paye les médecins, qui distribue de l'argent aux hôpitaux, aux CIS, aux CIUS, etc. Et donc, en théorie, puis sociétal, c'est aussi l'impact que ça a sur la société. Maintenant, en pratique, comme je dis, c'est impossible à faire de manière, on va dire, très exhaustive. Donc, on parle souvent de perspectives sociétales limitées. Là, donc, on a cette idée d'aller au-delà de juste le payeur, mais en même temps, on sait qu'on ne capture pas tous les coûts associés. Mais c'est sûr que dans un contexte, je sais pas, en Estrie, Sherbrooke, Estrie, ben, ils sont associés, donc entre l'hôpital et le CIUS, finalement, c'est un plus grand niveau, c'est la même enveloppe budgétaire. Peut-être moins tendance à faire du cost shifting que à Montréal ou à Québec, où les CIS et les CIUS
les hôpitaux qui offrent des services tertiaires quaternaires sont indépendants, finalement, sont autonomes des SUS et des CIS. Et donc là, il y a le, le phénomène comme un collègue m'avait dit, du spa. Et là, j'ai demandé un peu une explication, c'est quoi le spa? Il dit, c'est pas mon patient, c'est pas mon problème. Une fois que le patient est plus dans mon hôpital, c'est pas mon problème. Donc, tout le monde se relance la balle, mais c'est un peu ça l'enjeu du cost shifting et des ressources qui vont avec. Euh, c'est ça, lorsqu'on fait, je vais juste mentionner un petit peu quelque chose dans l'incertitude. J'ai mentionné le ICER comme si on en calculait juste un, mais en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a plein de points d'individus avec chacun leur coût et et l'efficacité de l'intervention. Puis on peut mesurer l'incertitude et faire et puis mettre comme cet ensemble de points, puis après dire et selon ce que le décideur est prêt à payer. En disant c'est quoi notre probabilité de coût-efficacité. Donc, si ici, désolé, j'ai pris d'un livre anglais, là, mais le 30 000 pounds était à peu près équivalent aux 50 000 $. Donc, si on dit, ben, on se retrouve si on est prêt à dépenser 50 000 $ par quali, on a une probabilité très élevée pour cette intervention-là d'être efficient. Si on était prêt à payer seulement 10 000 pounds par quali, ben là, on serait à peu près la probabilité que notre intervention soit efficiente serait à peu près de visu à 75%. Donc, un des défis, puis là, c'est pas juste l'évaluation économique, mais je pense, les évaluations en santé, mais c'est sûr que c'est un enjeu dans les évaluations économiques, c'est de comment est-ce qu'on mesure les effets. Si je suis dans d'autres industries, puis même l'industrie pharmaceutique, je peux mesurer le nombre de pilules produites et puis mesurer les effets en multipliant les quantités par les prix. Dans les services de santé, on a toujours un peu plus de complexité. Puis surtout aussi, comment est-ce qu'on valorise ces effets-là. Donc, je vais mentionner quelques outils ou techniques pour valoriser les effets, celui des préférences révélées, celui des préférences exprimées. Puis aussi, ben, après, l'idée que ça dépend de la volonté à payer, puis que les valeurs vont être subjectives et dépendent aussi des préférences de chacun, des capacités financières, etc. Les préférences révélées, c'est celles qu'on observe par l'utilisation, par la consommation. Donc, si je regarde dans la société le nombre de personnes qui décident de faire un nettoyage dentaire quand ça coûte 20 $, mais pas à 40, je me dis que leur volonté de payer pour un nettoyage dentaire se trouve quelque part entre 20 et 40 $. Sauf que, évidemment, dans nos services de santé, ben, les consommateurs ne payent pas le plein prix pour la majorité des services de santé. Donc, je ne sais pas comment les patients valorisent les services de santé. Puis, on ne peut pas échanger des services de santé entre consommateurs. Donc, il nous faut parfois des alternatives pour savoir c'est quoi la volonté de payer pour certains services. Et donc, d'autres techniques, c'est celle des préférences exprimées. Là, ça, c'est tout ce qui est on peut faire des sondages, des expériences en laboratoire, tout le champ de l'économie expérimentale où on fait des expériences puis qui permettent d'isoler une variable pour déterminer les compromis que les gens sont prêts à faire. Ça peut être sur le prix d'une intervention, ça peut aussi être entre différents symptômes par rapport à une maladie. Donc, traitement A permet de diminuer la douleur, mais par contre, on est plus fatigué, je sais pas. Puis, alors que traitement B, ben, on a une douleur plus grande, mais on a plus d'énergie. Donc là, on peut jouer sur des choses comme ça, puis avec ces techniques d'expérience de choix discret pour estimer les préférences des individus, puis ça permet d'estimer l'importance qu'une caractéristique peut avoir par rapport à une autre, sa valeur relative, puis les compromis que les individus sont prêts à faire. Et donc là, après, on peut avoir une utilité qui est associée à ces différentes combinaisons-là. Je vais passer un peu vite parce que je vois qu'on arrive vers la fin. Mais je voulais mentionner que pour mesurer l'utilité, comme pour les QALY, on a des instruments de mesure le plus utilisé, c'est le EQ5D, à 3 niveaux, à 5 niveaux, où il y a le Health Utility Index, le HUI aussi, qui a été développé au Canada,
le SF36. Ça, ce sont des outils généraux. On a aussi des outils de mesure qui ont été développés spécifiquement pour des maladies. Je vous en mentionne quelques-uns sur lesquels je suis tombée lorsque j'aidais des équipes pour des trucs spécifiques, là. L'ataxie de Friedreich, la sclérose en plaques. C'est des outils qui sont spécifiques à des maladies. L'idée, c'est qu'on va être capable de mieux mesurer la différence entre des états de santé spécifiques à ces maladies-là. L'inconvénient, c'est qu'il y a peut-être pas de table d'utilité après pour les transformer en quali. Donc, cette idée étant, donc si on a des différentes dimensions de la qualité de vie reliée à la santé, donc ici, un exemple de douleur versus handicap, ben, on peut savoir que grande douleur et grand handicap, c'est pas le fun. Peu de douleur et peu d'handicap, c'est bien mieux, mais il y a des zones ici, dans le cadran en haut à gauche, puis dans le cadran en bas à droite, où il y aura peut-être des compromis à faire entre deux dimensions de qualité de vie. Puis, quand on veut mesurer les gains de santé, donc on peut établir à différents moments quand on mesure avec et sans intervention ou avec les deux différentes interventions, l'impact que ça peut avoir à différents moments. Là, je mets des courbes, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des hypothèses derrière ça qui disent on va mesurer à chaque mois pour tel maladie, ou peut-être on va le mesurer juste pour 3 mois parce qu'on sait que c'est plus stable, etc. Mais l'idée, c'est de mesurer finalement l'espace entre la courbe du pronostic avec l'intervention et celle du pronostic sans intervention. Et le gain de santé. Le gain de santé, il peut être simplement en survie allongée, sans différence de qualité de vie. Il peut être en qualité de vie seulement, sans distinction de quantité de vie. Puis il peut aussi il peut aussi être amélioration de la survie et de la qualité de vie. Il peut avoir aussi des formes différentes, c'est-à-dire on peut avoir une baisse de qualité de vie au début. Puis donc pendant un certain temps, par rapport à l'autre intervention, être dans le négatif, mais finalement avoir une plus grande durée de vie plus tard. Donc peut-être quand on a une chirurgie, on a un moment où ben, on n'est vraiment pas bien, en rémission, etc. Puis après, finalement, ben, on est mieux que si on avait été sur des médicaments, par exemple. Donc, on a différentes façons aussi d'équaler. Donc, les sondages, le Visual Analysis Scale, le standard de pari ordinaire et le time trade-off. L'idée du pari ordinaire, c'est qu'on a un choix entre une alternative où on a un statut de santé avec certitude. Ça peut être votre condition de vie actuelle, si vous ne faites rien, voici ce que c'est. Puis là, l'idée de faire d'un pari où on a une probabilité d'avoir un meilleur état de santé et une probabilité d'avoir un état de santé pire. Exemple, une chirurgie qu'on peut complètement améliorer notre situation, mais on peut aussi mourir sur la table d'opération. Des probabilités pour chacun. Et donc, la valeur ici de cette alternative qui est un pari, finalement, ça va dépendre des probabilités et de chacun de ses états de santé, puis de la qualité de vie associée à ces états de santé. Ça peut être, c'est une autre façon ici de le montrer, là, mais donc, on a ce pari-là entre 90% de chance d'avoir une santé parfaite, 10% de mourir, et l'alternative qui est de rester dans un état de santé qui est défini par un problème de mobilité, etc. Un des enjeux dans la valorisation, oui. Je vois qu'il reste plus beaucoup de temps. Je sais pas si... J'ai peut-être été trop ambitieuse dans la quantité de matériel que je voulais vous présenter. Pas de souci. Je peux vous laisser peut-être parler des éléments que vous dites. Il faut qu'on en discute. Puis après ça, on commencerait une période de questions. Je vais prendre 2 secondes pour finir cette diapo, puis qui est une des approches qui est utilisée pour évaluer les effets des interventions. C'est l'approche du capital humain qui consiste à donner une valeur monétaire à finalement une vie.
Un des gros enjeux avec ça, c'est que c'est défini par la productivité des groupes de population. Puis là, ben, ce qu'on voit, ce que je vous dis, c'est la valeur des revenus par sexe et groupe d'âge. Euh, on dit qu'elle n'est pas la même. Donc, finalement, c'est que si on prend cette valeur-là, ça peut... c'est totalement inéquitable. Attentat du 11 septembre, c'est cette approche qui a été utilisée pour compenser les familles, en grande partie pour compenser les familles des victimes euh, du 11 septembre, c'est-à-dire des, des, des banquiers qui travaillent dans les tours versus les concierges n'ont pas eu exactement la même compensation. Et donc, je vais juste terminer là-dessus. Puis, juste dire que les évaluations économiques, c'est vraiment des outils pour aider à la prise de décision par rapport à des alternatives de traitement, par rapport à des choix qu'on doit faire pour allouer les ressources. Ça reste qu'il y a des failles, il y a des lacunes. Est-ce qu'on peut traiter tous les coaliers de la même façon? Est-ce qu'ils ont toutes la même valeur? Puis aussi, ben, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres éléments qui rentrent dans la prise de décision que l'efficience par rapport à des interventions. Donc, je vais faire ça, puis je vais prendre des questions. Merci beaucoup. Beaucoup de contenu. Moi, je sais que j'ai des questions aussi. Je vais peut-être commencer. Ben, je vais laisser la parole à Dalia. Je sais qu'elle avait soumis aussi une question, donc j'allais avec les questions du public, mais je vais laisser Dalia justement commencer. Merci pour la super présentation. Moi, vraiment, ça me parle beaucoup. Puis, je pense qu'on voyait plusieurs personnes là hocher la tête. Alors, c'est des enjeux qui sont soulevés souvent dans nos projets et on ne sait pas toujours par quel bout les prendre. Alors, merci pour ce survol. Puis, je dirais, moi, une problématique que je retrouve parfois, puis Claudia, ce n'était pas une des questions que j'avais posées, mais c'est que parfois, quand on veut estimer les coûts, on a de la difficulté quand moi je suis dans le domaine beaucoup des technologies, un certain outil, une certaine intervention, une technologie va être utilisée par on ne sait pas combien de personnes et on ne sait pas sur combien de temps. Donc, redistribuer les coûts sur cet ensemble n'est pas toujours évident, comme par exemple des coûts qui pourraient être très élevés pour certaines technologies de l'information, mais si c'était utilisé par plusieurs programmes avec beaucoup de patients, les coûts sont moindres si on les répartit. Est-ce que c'est un enjeu que vous voyez parfois dans l'analyse économique? Ben, je vais vous donner un exemple d'une étude qu'on a fait il n'y a pas longtemps dans les CHSLD en introduisant, ben, c'était pendant la pandémie, les visites virtuelles des proches, là, c'est-à-dire avec des iPads. Donc, on avait acheté les iPads pour l'intervention. Puis l'intervention, elle a duré 3 mois, je pense. Donc, on a pris, c'est quoi la durée de vie estimée d'un iPad? Mettons 2 ans. Puis nous, on l'a utilisé pendant 3 mois. Donc, le coût qu'on a utilisé, ça a été, on a juste fait le ratio par rapport à la durée de vie estimée. Donc, on n'a pas mis le total, même si on a acheté au total. Mais on l'a mis sur une durée de vie estimée. Donc, ça, c'est une des stratégies pour dire, ben, c'est sûr que peut-être qu'on a des coûts élevés d'achat initiaux, mais qu'après, de toute façon, on sait qu'on va continuer à utiliser ces technologies-là. C'est juste, ça va être au-delà de l'horizon temporel de notre étude. Super, merci. Je vais peut-être enchaîner avec d'autres questions qui avaient été soumises à l'avance. Comment sélectionner des indicateurs économiques pour des projets en émergence avec de petites tailles d'échantillons et quels sont les devis adaptés à ce type de projet? Vous l'avez mentionné à un moment donné dans les diapos, là, vous avez des commentaires, mais voilà. Donc, je ne sais pas à quel point petit vous vouliez dire. Moi, je dirais que généralement, si vous faites une étude, vous voulez avoir un échantillon suffisamment grand pour mesurer un effet. Si votre échantillon n'est pas suffisamment grand pour mesurer un effet, il n'est probablement pas suffisamment grand pour mesurer une différence de coût non plus. Je veux dire, qui serait représentative. Donc,
c'est arrivé aussi dans une étude où j'ai faite, ben, on n'a pas eu autant de personnes qu'on voulait avoir dans l'étude. Et moi, j'ai juste suggéré qu'on estime simplement les coûts pour donner une idée des coûts de l'intervention et c'est tout parce que ça me semblait pas logique de toute façon de faire de l'évaluation économique alors que notre nombre de personnes était trop faible pour que d'un point de vue de l'effet que ce soit significatif. Là, il y avait trop de variations, donc trop d'incertitudes. Donc, je pense qu'après, c'est plutôt d'un point de vue statistique là, qu'on se passe. Mais on peut toujours faire des techniques de bootstrapping aussi là, pour rééchantillonner dans notre échantillon. Sauf que genre, ça dépend à quel point c'est petit. Là. Si on dit 100 personnes, correct. Si on dit 5 personnes, on va pas faire une évaluation économique. Merci. Pour continuer avec les questions qui avaient été soumises à l'avance, comment est-ce que l'analyse économique peut tenir compte des changements possibles à l'avenir dans l'état d'une personne, par exemple, une condition évolutive, maladie dégénérative, vieillissement? Donc, comment est-ce que l'évaluation Euh, économique peut tenir compte de ça? Ben, ça revient à déterminer l'horizon temporel pour comparer des alternatives. Donc, si on veut prendre compte des effets à moyen long terme de 2 interventions, ben on peut estimer les coûts associés à ça. Si on prend, si on, puis les effets, ça peut être aussi ce qu'on a trouvé dans la littérature. Donc, ça peut être des données issues de la littérature pour faire de la modélisation. Euh, Moi, j'aime moins faire de la modélisation avec juste des données de littérature et versus des données concrètes simplement parce que ça requiert d'émettre beaucoup d'hypothèses. Et donc, chaque fois qu'on émet une hypothèse, on va faire des suppositions qui peuvent s'avérer fausses en contexte réel après. Mais à part ça, c'est quand même faisable. Je vois qu'il y a une main levée de Philippe Archambault. Oui, Philippe. Si j'avais une question peut-être plus impact ou politique, jusqu'à quel point, selon vous, notre milieu, disons, hospitalier, le ministère de la Santé sont sensibles aux analyses économiques? Est-ce que de façon générale, vous trouvez qu'on a leur oreille ou vous avez ils écoutent ou bien si ça leur passe? Disons, à quel point c'est considéré? Moi, je pense que ce qui me manque, c'est de comprendre que faire une évaluation économique, il y a des coûts, ça exige des ressources. En soi. Maintenant, ils sont très sensibles et ils veulent savoir le prix. Ça les intéresse tout le temps de savoir combien ça coûte, des impacts, etc., des interventions, les licences des interventions. L'enjeu, c'est de considérer que l'évaluation économique en soi, là, si on le fait dans un contexte d'essai contrôlé, randomisé ou peu importe, les gens ont tendance à penser que ça se fait comme ça avec peu de ressources, alors que, puis, non seulement il faut des ressources, mais il y a, il y a peu de personnes formées pour le faire au Québec. Donc, je pense que c'est plus ça l'enjeu. Il y a des gens qui n'en ont pas vraiment entendu parler, puis ils s'en fait prendre pas suffisamment au Québec simplement parce qu'il n'y a pas les ressources humaines, les compétences existantes suffisantes pour le faire autant qu'on devrait le faire. Bon, ça, c'est un jugement de valeur, mais je l'assume. J'ai l'impression qu'il y a souvent une vision à court terme quand il y a des études qui sortent que, je ne sais pas, les soins à domicile si on investit là-dedans, ça va sauver des coûts plus tard. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est les soins à domicile. Il faudrait qu'on mette plus d'argent maintenant. Ils ne voient pas nécessairement, ou ils ne croient pas que ça pourrait avoir des impacts à long terme, où ils disent on ne peut pas se le permettre, puis on va voir. Ouais, mais On va sauf espérer que que plus tard, ça ne soit pas vrai, je ne sais mais pas. si on comparait, par exemple, des interventions de soins à domicile pour des populations équivalentes, puis qu'on regarde leurs hospitalisations, leurs visites à l'urgence, puis qu'on est capable de démontrer que l'intervention de soins à domicile sauve des coûts ailleurs dans le système pour le ministère de la Santé, c'est pertinent.
moi, je pense là, qu'une des raisons pour lesquelles la campagne, le vaccin pour la grippe est maintenant gratuit pour tout le monde, c'est parce qu'on veut sauver des hospitalisations. Puis parce qu'on pense, c'est pas mon domaine d'expertise, la vaccination spécifiquement, mais euh, je pense que si toutes les autres provinces donnaient le vaccin gratuitement à l'ensemble de la population, c'est parce qu'il y a eu des études faites là-dessus pour démontrer que c'est bénéfique dans le sens où on sauve des coûts d'hospitalisation après, des coûts de visite à l'urgence. Euh, euh, donc, je crois qu'il ne se fait pas suffisamment d'évaluation économique des interventions pour que cet argument-là soit mis de l'avant. Alors que je peux vous dire, les compagnies qui produisent des nouveaux médicaments pour le cancer, eux, ils font des évaluations économiques puis ils veulent que leurs médicaments soient couverts par le gouvernement. Donc, ils veulent démontrer l'efficience de leurs médicaments, même si elle n'est pas toujours là. Souvent pas là. Oui. Il y a 3 questions. Claudine, Marie Latas et ensuite une question dans le chat. Ben, moi, je pensais que j'étais la dernière main levée, donc je vais attendre, je vais laisser Mary et la personne dans le chat prendre le dernier mot. Ah, merci, c'est très intéressant. Alors, je travaille aussi au Centre-Ouest. Alors, ça, c'est un de nos enjeux au niveau le coût. Le ministère, ils ont déjà déployé le coût par parcours de soins et services, mais présentement, ils regardent vraiment les coûts dans le CH. Alors, c'est plus difficile pour nous autres à regarder tous les trajectoires. Puis quand on regarde au niveau réadaptation pour voir, bon, si on va investir au CH, ce serait quoi les impacts au niveau de la communauté? Ou même si on investit dans la communauté, est-ce qu'on peut éviter les admissions au CH? C'est un peu difficile pour nous au niveau de démontrer la valeur ajoutée de nos professionnels. Puis présentement, nos modèles en CH, c'est bâti sur un modèle il y a plus que 20 ou 30 ans. Les clientèles sont beaucoup plus complexes. Alors, pour nous autres, il nous reste de démontrer la valeur ajoutée d'avoir des professionnels, des arbots de physio, toutes les équipes au CH pour diminuer les déconditionnements, pour prévenir des patients qui ne peuvent plus retourner à domicile. Alors, j'ai regardé vos façons à calculer ça, le palsy puis tout ça. Au niveau clinique, ça me dépasse un peu comment on peut faire ce type de calcul. Parce que quand je regarde comment c'est identifié par les ministères, le financement, ils utilisent un autre type de calcul qu'ils regardent de nouveau nos performances. Puis en essai, c'est plus au nouveau processus, comme vous avez mentionné, le DMS qui regarde, puis chaque jour dans un CH, ça coûte 1 000 $. Alors, on regarde toutes les dépenses, le séjour, on fait un calcul, puis c'est la façon qu'on fait un calcul que c'est pas la même façon que vous le faites. Alors, bref, c'est juste pour voir, pour nous qui sont plus comme administrateurs ou cliniciens, une façon qu'on peut aider ou vraiment démontrer la valeur de nos équipes puis les économies pour tous les trajectoires, pas juste pour un épisode de soins. Ben, je pense que c'est un défi sur à plusieurs niveaux, là, c'est-à-dire souvent quand on fait de l'évaluation, on évalue est-ce qu'il y a une intervention spécifique qu'on peut évaluer et en comparaison à quoi, donc c'est quoi c'est quoi l'alternative? Puis là, ben, quand je vous entends, je me dis oui, mais OK, si on a moins de personnes, je ne sais pas, de certains de vos programmes, est-ce que ça veut dire que les gens se ramassent plus à l'hôpital? Si vous êtes capable de le démontrer, puis que si à chaque fois que, je ne sais pas, on rajoute un travailleur social dans notre équipe SAPA ou le ratio de travailleurs sociaux dans notre équipe de SAPA, on peut faire un lien avec les visites à l'urgence de la population qui est à risque, là, finalement. Ben, finalement, si on arrive à démontrer ça, on pourrait dire, ben, on pourrait le mesurer et dire, il y a un c'est efficient d'avoir plus de travailleurs sociaux jusqu'à un certain point, mettons, ou au-delà duquel c'est peut-être ça n'a plus d'effet.
Mhm. Par nombre de personnes, de population qui 65 ans et plus, qui ont, je sais pas, certaines, donc par rapport à certaines caractéristiques de la population, lorsqu'on arrive à un certain degré, on arrive à réduire nos visites à l'urgence, nos hospitalisations. Ben, ça, en théorie, ça serait faisable. En pratique, c'est très difficile à réaliser parce que obtenir les données, etc., donc être capable de suivre les patients, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Euh, je pense que c'est plutôt dans le comment est-ce qu'on conçoit des interventions, comment est-ce qu'on conçoit des modèles pour évaluer les coûts et les Ouais, bénéfices finalement des alternatives. ouais. Si ça répond à votre question? Partiellement. Euh, Peut-être un exemple plus facile, c'est qu'on vient d'intégrer la pratique avancée de physiothérapeute à l'urgence. Mhm. Puis pour des cas musculosquelettiques, alors on a vu qu'au niveau leur temps en urgence, c'est beaucoup moins. On voit qu'ils prescrivent moins d'imagerie. Alors, il y a une économie au niveau des systèmes. Puis on voit aussi que les patients ont la tendance de ne pas retourner à l'urgence. OK. Mais tu sais, de faire tous ces calculs-là, c'est pas si évident pour nous autres. Alors, c'est ça que je regarde d'une façon comment est-ce qu'on peut démontrer la valeur et le coût pour tous les trajectoires. Alors, c'est ça Mais je que pense que vous l'avez dit, de toute façon, les personnes qui font de l'évaluation économique, c'est d'identifier en collaboration avec des gestionnaires, en collaboration avec différents acteurs clés, quels sont tous les éléments à mesurer. Mais après ça, c'est comment est-ce qu'on obtient les données relatives à ça. Puis je suis certaine que vous devez être au courant que les enjeux d'accès aux données au Québec sont assez importants. ouais, On Demeurent va, merci. un défi. on va prendre la dernière question qui était dans le chat. Je vais juste revenir plus haut. Ensuite, Claudine, et je crois qu'il y avait aussi Carolina Bottary qui avait levé la main, mais pour nous dire si c'était toujours d'actualité. Donc, une question de Loredana Campo. D'après vous, comment est-ce que l'évaluation économique rejoint les enjeux d'accessibilité et d'équité en soins de santé? Euh, ben, au niveau, la, la question dans la discussion, je vais peut-être la relire. Ah, je vais la La valeur rejoint les enjeux recopier ici. d'accessibilité et équité Oui. des soins de santé. Accessibilité, j'aurais peut-être besoin de détails par rapport à ce que vous voulez dire. Équité, on peut faire, on peut examiner les effets sur différents types de populations selon, et donc voir puis il y a tout un champ d'évaluation économique qui regarde aux enjeux justement d'équité, là. C'est-à-dire, est-ce que l'intervention a un effet pour réduire les inéquités en santé ou pas? Qui sont les personnes pour lesquelles ces interventions-là fonctionnent et celles pour lesquelles ça fonctionne pas, etc. Donc ça, c'est des choses que si on fait au niveau efficacité, ben on peut le faire au niveau équité. Euh, Au niveau accessibilité, je sais pas, on parle d'accès aux soins, on parle d'accessibilité comme les coûts financiers pour les patients, ou je suis pas certaine de. Bonjour, professeur. Je parlais d'accessibilité aux soins, justement, considérant, compte tenu des longues listes d'attente, pour les soins. Ben, euh, c'est toujours je pense, une question de quel est du contexte dans lequel on se retrouve, là. Euh, L'évaluation économique, c'est pas une intervention pour améliorer quelque chose, là, c'est une évaluation. Donc, c'est une évaluation de quelque chose. Mhm. Maintenant, c'est l'évaluation d'une intervention ou peut-être un peu dans certains cas, une politique de santé pour voir, puis là, on peut mesurer quels sont les effets sur l'accès aux soins, sur l'utilisation. Ben, l'accès aux soins, généralement, on le mesure par l'utilisation des services, là. Euh, mais on peut regarder l'utilisation des services selon différentes caractéristiques de la population. OK. Donc, on peut évaluer, mais comme je dis, moi, je suis pas dans la business de construire ou de développer des interventions, mais vraiment d'évaluer. Parfait. Merci.
Merci. Et la question ou mot de la fin avant Ben, qu'Isabelle fasse je le vais vrai laisser, mot de la fin, Claudine, oui. ouais, je vais laisser faire le vrai mot de la fin par Isabelle, mais Maude, on aurait peut-être dû te consulter quand on écrit notre plan de développement du CRIR, quand on l'a soumis au FRQS, parce qu'on s'est mis un objectif très ambitieux qui était d'intégrer les évaluations économiques dans nos approches de recherche. Et puis, Mhm. c'est pour cette raison-là que tu es invité aujourd'hui pour qu'on s'était donné des objectifs d'avoir plus de formation, puis de collaborer de plus près avec des chercheurs qui ont cette expertise-là. Et peut-être qu'on pourrait te remontrer là, les cibles qu'on s'était données, mais c'est quand même rassurant de t'entendre dire que ben, c'est ça, c'est des ressources qui sont rares au Québec. C'est peut-être qu'il y a plusieurs centres de recherche qui ont le même défi que nous. Mais c'est sûr que après avoir écouté la formation, il me semble que je me verrais avoir un atelier où on aurait des aspects concrets, où on pourrait avancer un peu, mais en même temps, c'est de te demander beaucoup parce que déjà, là, d'avoir donné une conférence comme celle d'aujourd'hui. Mais ça serait intéressant qu'on voit, en tout cas, avec les responsables d'Axe, comment on peut faire du chemin sur ce qu'on a vu aujourd'hui et comment, comme centre de recherche, on peut faire on peut avancer un peu, en tout cas, vers notre objectif. Puis c'est très inspirant, en tout cas, là, d'avoir les repères qui ont été donnés aujourd'hui. Puis je vois qu'il y a des diapos que tu as dû sauter, puis j'ai vu un algorithme de décision. J'ai fait, ah, j'aurais voulu voir ce bout-là. Donc, en tout cas, j'aimerais ça garder une porte ouverte pour une suite, là, si c'est possible. Avec plaisir. Effectivement, je ne peux pas tout mentionner. C'est des choix Oui, difficiles, comme on dit. Les ressources limitées, ça inclut le temps. oui. Donc, Isabelle, c'est ça, je voulais juste. Oui, ben, écoutez, professeur Laberge, je tiens à vous remercier pour cette conférence qui a été fort intéressante et très pertinente. Et comme Claudine le mentionnait, on ne s'est pas donné assez de temps. Je pense qu'il aurait fallu mettre plus de temps là-dessus. Ben, je suis contente de voir qu'il y a peut-être une porte ouverte de votre côté, mais c'est sûr que je trouve que c'est une bonne façon d'amorcer notre réflexion par rapport à comment on peut intégrer ces types d'analyses-là à nos recherches. Oui, on avait des objectifs ambitieux qu'on devra probablement revoir. Puis un des objectifs, c'est un point de départ avec cette conférence-là, mais ce qu'on veut, c'est vraiment former un groupe de réflexion. Donc, j'invite les gens, là, les membres du CRIR qui sont intéressés à se pencher là-dessus de communiquer avec moi ou communiquer avec Julien ou même Claudia, juste pour vous mentionner notre intérêt parce qu'on va se pencher davantage là-dessus. Puis je pense que peut-être qu'on vous interpellera encore, professeur Laberge, mais définitivement, je pense que c'est important qu'on intègre ce type d'analyse-là. Maintenant, c'est sûr que votre présentation, pour moi, c'était une initiation. Il y en a d'autres qui ont un petit peu plus d'expérience au sein des chercheurs du CRIR, mais ça amène aussi beaucoup de questionnements, puis on voit vraiment la complexité de tous ces enjeux-là. Alors, il faut vraiment qu'on y réfléchisse davantage. Donc, merci encore une fois. Et puis, pour les gens du CRIR, on vous interpelle s'il y a un intérêt là, à continuer cette réflexion-là avec nous. Alors, Merci beaucoup. Et c'est ça, on va vous contacter très bientôt, professeur Laberge, pour des collaborations individuelles ou avec le CRIR. Donc, merci à tout le Parfait. monde d'avoir été ici. On va vous partager, on va voir, notre plan, c'était de faire un petit résumé des points importants et on va voir aussi si on peut avoir quelques diapos. Donc, on va vous partager tout ça là, euh, dans les semaines qui vont suivre. Parfait. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. merci. Au revoir. Merci.